ainsi de suite. Donc, on peut construire une image sur un étudiant. Mais la contrainte qui reste maintenant, c'est qu'on est dans une situation associative et on traite des choses personnelles. Surtout quand il s'agit de deux modèles, le modèle physique et le modèle psychique. Les connaissances de l'apprenant comme représentation dans la mémoire ou bien dynamique d'évolution, c'est-à-dire ses capacités de production de nouvelles connaissances, comme la déduction et tout. Donc ça revient à ce qu'on appelle le triangle de Bloom. Le triangle de Bloom qui représente la connaissance sous forme d'un ensemble de couches ou bien d'étapes. Connaissance, compréhension, application, analyse, évaluation et synthèse et création. On va expliquer ça en utilisant quelques verbes. Ces verbes-là représentent chaque étape. L'étape de connaissance, c'est tout ce qui concerne le parcourisme. Vous pouvez observer les verbes qu'on a utilisés, mémoriser, nommer, répéter, identifier, décrire, définir, dupliquer, montrer, dire. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le parcourisme, ça veut dire le store and retrieve. Donc la restitution de la connaissance dans le temps qu'on a besoin. Tout ce qui concerne les définitions, la terminologie, tout ça, c'est des notions de parcourisme. La compréhension, reconnaître, associer, regrouper, ordonner, distinguer, comparer, contraster et différencier. Tout ça représente une sorte de relationnel. C'est l'aspect relationnel des connaissances. Quand on sait comment trouver l'opposé d'une connaissance, ça veut dire qu'on a maîtrisé la connaissance et son opposé. Quand on sait constater la synonymie, donc ça c'est une sorte de l'aspect relationnel de la connaissance. L'application, relier, combiner, déterminer, classifier. Donc l'application, c'est quand on utilise nos connaissances pour faire quelque chose. C'est en quelque sorte le savoir-faire. Analyser, examiner, fouiller, survoler, décomposer, sélectionner, relier, regrouper, comparer, contraster. Donc là, l'étape d'analyse, quand on peut mettre les connaissances dans un groupe et on peut faire les distinctions possibles, on peut faire les liens possibles, on peut créer des choses qu'on n'a pas déjà vues. Donc là, on commence à avoir le niveau supérieur de traitement de la connaissance qui est un traitement, là, c'est un traitement de niveau haut. Ce type de traitement et ces étapes qui sont en haut, c'est des étapes qui font la différence entre deux apprenants, la différence de niveau. Donc, après l'analyse, c'est l'évaluation, comparer, estimer, c'est quand on arrive à donner des critiques sur les connaissances qu'on a acquises. Donc là, c'est le niveau d'évaluation. Et après, on vient au niveau le plus supérieur, synthèse et création, combiner, spéculer, complier, modifier, intégrer, adapter, réécrire, planifier. Quand on arrive à synthétiser les connaissances pour créer, pour déduire des hypothèses, pour faire des hypothèses, pour déduire de nouvelles connaissances et tout, donc là, on est dans le niveau synthèse et création. On est productif. Donc là, ici, vous pouvez parler de savoir-faire et savoir-être dans les étapes, les dernières étapes. Le savoir-faire, c'est l'application, c'est au niveau de l'application. Là, c'est la compréhension et l'interprétation. Et là, c'est le savoir-faire. Et les étapes ici, ce sont les étapes qui permettent de faire ce qu'on appelle le savoir-être. Le modèle cognitif, traitement de la connaissance. Donc, nous avons encore, Bloom a proposé le triangle et encore il a proposé cette taxonomie. Le commencement est par ici. Donc, vous avez le niveau inférieur ici et le niveau supérieur ici. Donc, vous avez mémorisé, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Donc, et vous trouvez des verbes qui sont liés à chaque domaine. Donc, on appelle ça des domaines. Et là, vous avez donc, par exemple, vous avez répéter, statuer, lister, écrire,
outline, label, locate, select, sélectionner, recite, réciter, ainsi de suite. Donc tout ce qui concerne la mémoire, donc c'est mémoriser et récupérer le temps que vous avez besoin. Maintenant, understand, c'est explain, expliquer, décrire, lier, convertir, confirmer, ainsi de suite. Donc je donne des exemples de verbes qui représentent la phase. Donc appliquer, vous avez construire, vous avez solve, c'est-à-dire solutionner, modifier, appliquer, produire. Et vous avez maintenant, dans l'étape d'analyse, analyser, sort, c'est-à-dire sort et classifier ou bien organiser, catégoriser, c'est classifier, inspecter, débattre, comparer, différencier et examiner. Pour l'évaluation, vous avez critiquer, solutionner, juger, justifier, ainsi de suite. Pour créer, vous avez combiner, composer, distinguer, générer, formuler, trouver les origines, diviser, réviser, inventer et mettre des hypothèses. OK? Donc, ça c'est pour la taxonomie de Bloom. Le modèle personnel, là, on veut parler de modèle physique et modèle psychique. Dans la situation associative, il devient difficile de gérer la diversité, donc le modèle ne doit pas être extrémiste, il doit être tolérant. Donc nous avons maintenant, si on essaie de modéliser l'apprenant, on va trouver un modèle sur lequel, donc un modèle idéal qui est simple à faire, donc il n'y a pas de défaut, tout va bien, donc on va caractériser l'apprenant de telle façon qu'il est un apprenant idéal, là où il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est le modèle rationnel, et un modèle de faiblesse où on accepte les défauts qui peuvent exister chez l'apprenant. Donc on accepte tous les défauts qui existent. Donc le modèle qu'on peut utiliser pour construire notre ingénierie pédagogique, c'est le modèle de tolérance, le modèle qui représente en quelque sorte le centre de gravité de la population ciblée. Parce qu'à chaque fois, chaque enseignant peut remarquer que d'une année à une autre, quand on change la promotion, quand on change le groupe d'étudiants, on trouve parfois qu'il y a un changement de centre de gravité. Parfois, vous tombez sur un groupe où il y a beaucoup d'étudiants forts, parfois il y a beaucoup d'étudiants moyens, parfois il y a beaucoup d'étudiants faibles. Donc le centre de gravité de cette population change. Donc le modèle qu'on peut utiliser pour construire un modèle sur lequel on peut se baser pour notre ingénierie, c'est le modèle de tolérance. C'est le centre de gravité de la population ciblée. Donc, si on focalise sur un modèle de faiblesse, vous allez prendre en considération l'ambiguïté et le manque de compréhension. Donc, il faut faire en sorte que le cours doit contenir le maximum de détails et vous expliquer même ce qui est évident. Je vais, avant d'expliquer le modèle idéal, le modèle idéal, quand vous focalisez ou bien vous basez votre pédagogie sur le modèle idéal, vous allez faire face à un problème de la monotonie des cours. Donc si vous commencez à expliquer beaucoup alors que l'étudiant que vous avez devant vous c'est quelqu'un de surdoué, donc il peut comprendre rapidement, et vous commencez à faire les répétitions pour décompter les connaissances chez l'apprenant, donc vous risquez de tomber sur la monotonie, et ce qui se reflète sur la motivation qui va démotiver les étudiants. Alors que le modèle de tolérance,
alors que le modèle de tolérance fait un équilibre entre la compréhension et la motivation. Donc, le niveau de détail que vous donnez et la motivation. Donc, parce que quelle est la chose qui motive? C'est quand l'étudiant trouve qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il est en train d'entendre. Il est motivé. S'il se trouve qu'il est en train d'entendre des choses répétitives, il va lâcher. Donc, il faut équilibrer entre la motivation en donnant des choses nouvelles et la compréhension des notions de base qui sont les briques du contenu pédagogique. Donc, on considère ici le modèle physique et le modèle psychique quand on parle des 3 modèles qu'on a proposés. Pour conclure, 2 conseils à prendre en compte quand vous faites votre conception de scénario pédagogique. Le premier, c'est quand vous regardez le contenu, vous devez prendre en compte le triplet: formalisme, interprétation, illustration. Pourquoi? Donc, parce que le problème qu'on vise généralement, c'est quand on se base sur la description ou bien sur l'explication des formules mathématiques, des modèles, comment le modèle est géré, comment on peut... Donc, il faut dériver, il faut faire il faut ceci, faire cela. On tombe parfois, on est en train d'enseigner une réalité. Et si on se base sur le modèle, on commence à couper les liens entre le modèle et la réalité, sans faire attention. Donc, moi, je préfère qu'on commence par l'interprétation, parce qu'elle représente la réalité. Donc, je décris la réalité elle-même. Je crée le lien pour passer au modèle, comment on a passé au modèle. Donc là, je suis en train de décrire le métamodèle. Donc, je crée le lien, comment on a fait ce mapping entre la réalité et le modèle. Et puis, je renforce les liens en utilisant des illustrations. Les illustrations, maintenant, il faut faire attention parce que l'exemple, il doit être un exemple très lié au contenu que vous donnez, d'une part. En plus, il ne doit pas être un exemple qui dérange la concentration de l'étudiant sur les notions que vous voulez. Donc, parfois, vous donnez un exemple où il y a un détail. Ce détail, il peut déranger la concentration sur la notion que vous voulez. Parfois, vous donnez dans la physique un exemple sur le football, alors que vous trouvez des étudiants qui aiment le football, ils peuvent penser au Real Madrid et FC Barcelone, alors que vous faites un cours de physique. Donc, il faut faire attention, il y a toujours un compromis: formalisme, interprétation, illustration. Je suggère que vous commencez par l'interprétation, par le phénomène physique, le phénomène réel, puis vous faites un passage vers le modèle, puis à chaque fois, quand vous faites quelque chose sur le modèle, essayez de trouver un exemple réel qui l'explique. Deuxième chose, c'est quand vous regardez les apprenants, ne les sous-estimez pas, d'une part, et ne les surestimez pas. Essayez de trouver un équilibre au milieu pour trouver le modèle de tolérance qu'on a déjà expliqué, un modèle qui est proche au centre de gravité de la population ciblée par rapport, bien sûr, à leur capacité de compréhension, à leur capacité d'acquisition. Donc, on parle de centre de gravité, c'est par rapport à des mesures que vous choisissez ou bien des diagnostics que vous choisissez qui vous permettent de voir quel est le niveau ou bien quelles sont les capacités d'acquisition chez les apprenants. Donc, vous arrivez à définir le milieu, vous arrivez à définir le centre de gravité. Dans le centre de gravité, vous pouvez créer un modèle de l'apprenant sur lequel vous vous basez pour créer ce qu'on appelle le scénario et le contenu pédagogique que vous allez présenter. Enfin, le scénario et le contenu pédagogique nécessitent une ingénierie et une étude sérieuse. S'il vous plaît, mes amis, l'enseignement à l'université, c'est un enseignement qui est difficile du fait qu'il y a beaucoup de contraintes sur le niveau, plus le niveau personnel. La diversité des capacités des étudiants, la diversité des intérêts, parce que c'est des adultes,
Et en plus de ça, le problème de l'évidence chez l'enseignant, parce que l'enseignant, dans la majorité des cas, c'est un chercheur, donc il a l'habitude de se poser des questions non, non résolues, et de traiter des problèmes non résolus, alors que quand il enseigne, il a affaire avec des problèmes de fondement, donc c'est des problèmes résolus depuis un temps bien considérable. Donc ce qui fait, parfois, il saute des briques en construisant ce mur de connaissances, il saute des briques sans faire attention. Les briques sautées vont créer des gaps chez les étudiants et ils les empêchent de construire leur propre mur de connaissances. C'est tout ce que je veux dire. Je vous remercie. Je vous invite à faire des réactions à cette présentation. J'espère bien qu'on trouve un débat intéressant sur ça, parce que moi aussi j'exerce le métier d'enseignement universitaire. Donc à la fin, je vous remercie et à la prochaine.